Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, il y a toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Cette semaine, on passe de l'autre côté de la frontière. Alors après la Belgique avec Olivier et après la France et le Luxembourg avec moi, on sait plus trop, même moi je m'y perds. Eh bien, on va du côté suisse, du côté de mon compère notamment Greg, avec qui j'anime le podcast de Nakan, à savoir, salut Pierre. Salut les gars. Bon alors Pierre, quel temps fait-il en Suisse en ce moment ? Bon, alors là je suis en France en ce moment, donc donc la météo est pas top, mais c'est la même en Suisse, donc très couvert. Ah bah faut que vous montiez dans le Grand Nord. En Belgique, on a le ciel bleu aujourd'hui. On va y penser. À Luxembourg, remarque, on a eu une belle matinée, mais la journée était bien crade. Bon, et Pierre, du coup, toi, tu dis que t'es en France de passage ou bien tu vis en France ? Non, je suis en France de passage, juste là pour quelques jours, et je vis vraiment en Suisse, donc à Nyon, entre Genève et Lausanne, donc au bord du lac Léman. Alors, ce sera l'occasion certainement de parler un petit peu de ton passé de sportif suisse et helvète, et puis de ce que tu fais en Suisse. Mais déjà, on a une tradition dans le podcast, c'est que les premières minutes, elles sont vraiment consacrées à notre invité, où on lui laisse le micro pour savoir qui es-tu, Pierre Ruffo. Dis-nous-en plus sur toi. Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et puis, en quoi as-tu excellé dans le sport ces dernières années ? Alors j'ai 25 ans, donc je suis originaire de Vichy, donc en France. Depuis 3 ans, j'ai créé ma société d'entraînement et d'encadrement pour cyclistes, donc avec mon frère Loïc. Donc là, on est basé en Suisse du coup depuis 3 années. Alors, à côté de ça, on s'occupe d'une partie de gestion d'un café cycliste tête de course qui est situé à Nyon aussi. Puis j'ai fait pendant plusieurs années, 13-14 ans que du vélo. Où j'étais jusqu'au niveau élite en France, et ensuite je suis passé sur le triathlon il y a maintenant on va dire 2 ans, et puis j'ai fait ma première vraie saison de triathlon cette année, donc en 2021. Donc voilà, j'ai quelques petits résultats cette année, mais j'ai pas encore une carrière incroyable en triathlon. Bon alors, est-ce qu'on peut dire vraiment que tu as commencé le triathlon il y a 2-3 ans, parce que eu égard au Covid, en fait, t'as voulu goûter au triathlon, mais finalement t'as commencé que cette année ? Ouais, voilà, en 2019, et j'avais pour projet de faire un petit peu des cyclosportives de montagne comme je faisais déjà en France. Il s'est avéré qu'en fait, pendant la saison, j'ai pas forcément eu la motivation d'aller nager et d'aller courir pendant la saison. Donc du coup, j'ai retardé un petit peu, et puis j'ai fait mon premier vrai triathlon fin novembre 2019. Ça m'a plutôt plu, ça a bien fonctionné. Et du coup, sur l'année 2020, je me suis dit, ok, bon, l'année prochaine, je délaisse un petit peu le vélo, et puis je me concentre un petit peu plus sur le triathlon. Donc, voilà, mon vrai début en termes d'entraînement était sur la fin d'année 2019, début 2020. Et voilà, Covid oblige, ça a été un petit peu plus compliqué, quelques blessures, et puis finalement, un début, on va dire, déplacé à 2021. Tu n'es pas le premier cycliste que l'on reçoit dans ce podcast. On a déjà eu l'occasion d'échanger sur le passage du vélo au triple effort. Est-ce que toi, ça a été quelque chose de difficile ? Et puis déjà, la première étape, la partie natation, est-ce que tu savais déjà nager avant de délaisser un peu le vélo ? Ouais, alors je savais nager parce que j'ai appris à nager quand j'étais petit, et puis la natation j'utilisais quand j'étais blessé en vélo, donc on va dire que les dernières années c'était assez souvent, donc j'allais un peu à la piscine pour compenser un petit peu. Donc voilà, je savais nager en commençant le triathlon, mais j'étais pas une flèche, et je le suis toujours pas d'ailleurs, mais je savais déjà nager, donc ça c'était un bon point, donc j'ai pas eu besoin d'apprendre à nager pour ça. Et puis, ouais. Mais t'as quand même fait des belles performances, parce que tu te présentes comme étant un néophyte qui vient de découvrir le triathlon et qui a à peine testé la discipline. T'as quand même fait des belles performances là récemment. Ouais, j'ai fait des belles performances. Alors après, il faut toujours, on va dire, remettre dans son contexte, parce que voilà, je gagne le Alpha Ironman de Vichy cette année, et puis le Ventoux-Manin un mois après. Mais voilà, sur Vichy, c'était pas qu'il y avait une masse de professionnels incroyables avec 20 pros au départ. Donc je remets un petit peu ça dans le contexte.
Donc c'est certes, voilà, c'est une belle performance parce que c'était pas non plus un résultat que je m'attendais en début d'année. Donc ouais, non, c'est des beaux résultats, mais il y a encore beaucoup de travail pour être au niveau des meilleurs. C'est pas si mal, mais finalement c'est assez rassurant pour moi parce que c'est vraiment ma première année. L'année dernière, j'ai eu une fracture de fatigue au mois d'août. Je peux pas avoir des volumes encore suffisants en course à pied pour pouvoir courir mieux sur les courses. Donc c'est une première année pour moi finalement que je prenais plus en termes de découverte pour voir un petit peu où est-ce que je devais travailler et puis pour axer le travail un petit peu différemment de ce que moi j'aurais pensé faire à la base. Ouais. Et l'Ironman de Vichy, c'était c'était ta première course ou t'en avais déjà fait avant? Non, alors cette année j'ai commencé par le championnat de France longue distance donc à Cagnes-sur-Mer. Ensuite j'ai fait le triathlon distance olympique d'Embrun au mois de juillet et ensuite j'ai fait le triathlon de Nyon en Suisse au mois d'août, donc début août. Donc finalement c'était mon 4e triathlon et puis juste mon 2e Alpha Ironman sur Vichy qui finalement était l'objectif principal. Je devais faire en 2020, il y a le Covid donc j'ai pas fait et puis c'était vraiment là où je voulais performer parce que voilà, étant originaire de Vichy, c'était une course que j'avais toujours vue depuis la création, j'allais voir les courses et c'est finalement cette course qui m'a donné un petit peu envie de me lancer là-dedans avec une ambiance qui était assez incroyable. Donc voilà, c'était l'objectif principal de la saison. Mais tu t'y attendais pas, c'était ton objectif principal, mais tu t'attendais à gagner la course dans ta première saison? On va dire que je me tendais pas forcément, non, même pas du tout à gagner la course. Je savais que j'avais quand même pour objectif d'essayer d'avoir une qualification pour les championnats du monde dans ma catégorie. Donc par rapport à ce qui se fait d'habitude, voilà, quand on est en catégorie 25-29, souvent il y a quand même des chances d'être assez bien placé au général, mais je m'attendais absolument pas du tout. Et puis en termes de temps global sur la course, je fais 4h03, c'était quand même bien en dessous de ce que j'aurais pensé faire à la base. Donc la victoire était quand même une grosse surprise, une bonne surprise, mais non, je m'attendais pas du tout à gagner. Et puis je suis pas de nature hyper confiante, notamment quand je débute un nouveau sport. Donc j'ai jamais eu la prétention de dire ok, j'arrive à Vichy et puis je vais gagner la course. Donc c'était une surprise. Ouais. Bon, maintenant le problème c'est que tu as une étiquette sur le dos, donc l'année prochaine tu pourras pas dire je viens en spectateur. Là, tu seras le challenger, donc il va falloir aller te battre. Ouais, voilà, je serai on va dire, le tenant du titre. Après, j'espère que l'année prochaine, il y aura les professionnels pour me battre avec eux. Mais voilà, j'essaierai d'assumer mon statut et puis de faire le mieux possible. Bon, alors peut-être juste avant qu'on reparle un peu de triathlon et ta transition, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ton passé de cycliste. Tu nous as dit que tu as fait 13-14 ans de cyclisme. Est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur cette découverte du vélo? Qu'est-ce qui a fait que tu as continué, tu as performé dans le vélo? Et puis pourquoi tu t'es arrêté? Alors j'ai commencé le vélo, en fait on faisait du tennis avec mon frère on a fait pendant 6 ans de tennis. Au bout d'un moment on en a eu un petit peu marre, enfin surtout lui. Et puis moi j'ai toujours un petit peu suivi ce qu'il faisait, donc j'ai dit ok, allez, je commence le vélo aussi. Donc on s'est lancé comme ça dans le vélo. Ça a tout de suite bien marché parce que voilà, dès le début j'ai réussi à gagner presque toutes les courses que j'ai fait dans la même année. Et puis de fil en aiguille, j'ai progressé. On a passé, je suis passé un peu par toutes les catégories. J'ai changé de club plusieurs fois pour aller dans des équipes un petit peu plus structurées. Je me suis retrouvé après en 2014-2015 dans une division nationale 2 qui était en Normandie. Et ensuite, ça a été le début, on va dire, du changement. Je me retrouvais plus forcément dans ce haut niveau amateur français. C'était plus forcément ce qui me faisait rêver. J'avais besoin de redécouvrir un petit peu la passion du vélo. J'ai toujours aimé vraiment être en montagne, faire des longues sorties, etc. Et du coup, je me suis un petit peu plus dirigé sur les cyclosportives de haute montagne.
Donc type étape du tour, marmotte, autoroute, etc. Donc voilà, des trucs qui me challengeaient un peu plus et où j'allais voir un petit peu plus les limites de mon corps. Donc ça, j'ai fait pareil, j'ai fait 2-3 ans comme ça. Donc où voilà, j'ai découvert des belles courses. Et ensuite, sur ma dernière année de cyclosportive, j'ai fait mon avant-dernière plutôt, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur donc à Poitiers. Donc là, c'était une année de formation globale en continu. Et j'ai ressenti un peu quand même une petite lassitude sur cette année 2019. Voilà, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question dans ce sport. Et j'avais vraiment envie de redécouvrir des nouvelles sensations, retrouver une nouvelle ambiance. Et puis repartir finalement dans un schéma où j'apprenais et puis je redécouvrais un peu où est-ce que je peux aller finalement et puis ne pas savoir où je peux m'arrêter, c'est ça qui me motivait et qui faisait que voilà, j'avais envie de découvrir un autre sport et c'est comme ça que je me suis lancé dans le triathlon. Alors j'ai eu une petite parenthèse très courte de triathlète quand j'étais au collège où j'avais intégré une section triathlon à ce moment-là. Donc voilà, j'avais découvert ce sport qui me plaisait, mais à l'époque je faisais aussi du vélo à côté. Donc j'avais pas envie de délaisser le vélo pour le triathlon. Donc j'avais arrêté à ce moment-là. Et puis voilà, il y a eu le triathlon de Vichy, l'Ironman, qui m'a un petit peu baigné là-dedans et qui a poussé un petit peu la chose et qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Bon, mais donc, une belle histoire, mais je voulais revenir là-dessus. T'as pas eu une carrière de cycliste professionnel. Tu as pratiqué le vélo à haut niveau pendant quelques années, mais t'étais pas engagé dans une équipe. Non, absolument pas. Non, je me suis vraiment arrêté au niveau, on va dire, au plus haut niveau amateur français. Mais j'ai absolument pas eu une carrière professionnelle. Physiquement, je sais absolument pas si j'aurais eu le niveau déjà pour être professionnel, je ne pense pas. Et puis j'ai eu beaucoup de blessures en fait dans mes années élites, des tendinites à répétition, etc. Donc finalement j'avais des saisons qui étaient tout le temps coupées d'arrêts, etc. Donc c'est aussi ça qui m'a un peu démotivé et j'avais juste envie de voir un petit peu autre chose. Mais non, en aucun cas j'ai eu une carrière professionnelle et puis je pense que j'étais absolument pas fait pour les efforts comme on peut retrouver chez les professionnels. Et avec du recul, je pense que j'aurais pas eu la motivation et le mental pour pouvoir faire ça. T'avais quoi comme type de tendinite à vélo ? J'ai eu beaucoup de tendinite au niveau du TFL. Je pense que j'ai fait les deux côtés, les deux jambes plusieurs fois, au moins une fois par année. Et c'était vraiment des problèmes récurrents sur la position. Sur la position du vélo, ça jouait. Il y avait pas forcément de problème parce que j'ai fait pas mal de fitting, mais je pense que c'était plus en termes de croissance qu'il y a eu des soucis. Et puis peut-être une charge d'entraînement un peu plus élevée, un peu trop élevée par moment, qui font que le corps dit un peu stop. Bon, je suis pas du tout médecin ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas si fréquent que ça les tendinites. Et pour le coup, c'est plutôt des blessures de coureurs, ça, non ? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça qui était assez étrange, c'est que c'était des blessures de coureur, mais pour moi ça revenait hyper régulièrement. Et tu courais pas ? Tu faisais vraiment que du vélo ou tu courais aussi Non, je faisais vraiment que du vélo à cette époque. Et justement, j'ai évité de courir pendant la saison hivernale parce que je savais que j'étais quand même assez fragile au niveau des genoux, donc j'évitais de courir. Et puis pareil sur l'entraînement vélo, dès lors que je mettais des séances un peu en force, avec des thématiques force sous-max, etc., je savais pertinemment qu'il y avait des chances que ça passe pas. Donc voilà, okay. Voilà un petit peu le problème récurrent. Ouais, et pour le coup, la tendinite au niveau du TFL, c'est vraiment une crasse, hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace, pour ceux qui connaissent pas. Mais c'est un truc, c'est le genre de blessure, t'es immobile, quoi. Tu peux plus rien. Même marcher, ça te fait un mal de chien, quoi. Ouais, exactement. Là où il y a d'autres trucs, tu vois, il y a certaines fractures de fatigue où à la limite tu le sens même pas. Enfin, ça te fait un peu mal, mais je veux dire, tu vois, la vie continue. Il y a des trucs, tu vois, qui passent plus ou moins inaperçus.
Mais là, voilà, c'est TFL, enfin c'est c'est mort, quoi. Tu fais plus rien, quoi. Ouais. Bah, la seule chose que je pouvais faire, c'était aller à la piscine avec le pool boy, donc c'est pour ça que j'allais à la piscine en fait. Sans trop forcer quand tu faisais le virage et que tu rappuyais sur le bord, mais du coup, même pour aller à la piscine, ça devait être un calvaire, non? Ouais, bah je faisais les coulées avec une jambe, ça passait. Bon, et donc du coup, tu fais partie de tous ces triathlètes qui ont commencé le triathlon parce qu'ils s'étaient blessés en fait, qu'ils ont dû aller à la piscine, c'est ça? Ouais, alors finalement sur ma fin, on va dire sur la bascule entre le vélo et le triathlon, ma dernière année allait très bien, j'avais pas été blessé. C'est finalement le penchant entre on va dire ma petite carrière en élite et puis la partie cyclosportive qui a fait que j'ai basculé d'un côté ou de l'autre. Et puis en fait, quand j'ai arrêté de faire que du vélo, j'étais pas blessé. J'étais en bonne santé, tout roulait bien, mais j'avais quand même envie de voir autre chose et puis de me tester sur un nouveau sport. Ok, bon, c'est plutôt inhabituel parce que c'est vrai qu'en général, c'est plutôt les coureurs qui disent voilà, je courais trop, je me suis mis à faire de l'ultra, machin, j'enchaînais les marathons et du coup, je me blessais tout le temps, donc du coup, j'ai dû faire du vélo et de la natation. C'est rare que ça vienne d'un cycliste, mais donc comme quoi c'est possible aussi, quoi. Et on dit souvent que, enfin, on peut perdre le triathlon à cause de la natation, mais ça se gagne en course à pied. Malgré tout, en vélo, il faut quand même être relativement fort pour passer la ligne et bien passer la ligne, et surtout dans des temps très rapides. Et plus on s'allonge, plus les distances s'allongent, plus c'est vrai. Rassure-nous, t'es quand même assez fort en vélo, même si t'as entre guillemets raccroché le vélo. Non, c'est de loin mon point fort et puis c'est de loin ce qui m'a fait gagner à Vichy et au Ventoux-Man. Ça, y a aucun souci. Et puis finalement, mon niveau vélo dans le monde du triathlon me permet quand même de faire des bonnes choses par rapport à certains triathlètes. Donc non, même si j'ai raccroché le vélo, on va dire en tant que dans les courses, c'est de loin mon point fort. Et puis j'ai pas arrêté parce que j'étais plus bon pour ça, parce que voilà, j'ai quand même réussi à gagner des épreuves ma dernière année de vélo, donc ça, y a pas de souci. Et puis c'est absolument pas ma natation qui me fait gagner mes triathlons, hein. Et pour revenir du coup, Pierre, sur ces deux victoires que t'as faites sur cette première année de triathlon pour toi. Bon, Vichy et le Ventoux-Man, il y a quand même beaucoup de dénivelé. C'est ton truc, toi, t'es plutôt un grimpeur? Ouais, je suis plutôt un grimpeur. Typiquement, quand je faisais du vélo sur les dernières années, c'était vraiment sur les cyclosportifs de montagne où j'arrivais à bien m'exprimer. Même si j'ai quand même un profil qui est passe-partout, et puis quand j'étais chez les amateurs, j'affectionnais beaucoup tout ce qui était contre la monte, etc. Donc j'ai un profil vraiment passe-partout. Mais c'est juste qu'en fait sur les parcours assez durs comme on peut avoir sur le Ventoux-Man notamment, sur Vichy c'est un petit peu moins dur quand même. Mais c'est là où les écarts se font, et puis c'est là où j'arrive à faire la différence avec ceux qui grimpent un petit peu moins. Donc c'est clair que plus le parcours va être montagneux, et plus ce sera à mon avantage. Donc c'est pour ça que j'essaie de toujours autant bosser sur le vélo pour garder vraiment à tout prix ce niveau que je peux avoir et en profiter sur les triathlons. Quand tu dis un profil passe-partout, c'est quoi? Tu mesures combien? Tu pèses combien? Enfin, pour avoir un peu une idée. Je mesure 1m85 ou 1m85 pour les Belges. Et puis je pèse 60. Ah bon, il n'y a que les Suisses alors. C'est que les Suisses. Et je pèse 68 kilos, 67 pour le poids de forme. Ok, ouais, d'accord, ok. Oui, donc relativement un peu. Je pense que proportionnellement, t'es encore un peu plus sec que moi. Effectivement, c'est. Je comprends que ça t'aille plutôt bien dans les montées, quoi. Moi, j'ai toujours l'impression que je me défends pas trop mal en montée, mais que clairement, je suis pas un grimpeur pure souche, quoi. Il y a des mecs qui sont tout petits, enfin, tu vois, et je me dis, ok, bon, clairement. Je me suis toujours dit, ok, j'ai l'impression d'avoir plus ou moins un avantage en montée, mais en fait, non. Moi, je pense que mon truc à moi, c'est les faux plats, tu vois, les faux plats qui grimpent un petit peu, mais pas trop. Je crois que c'est là où c'est ce que je préfère, moi, mais bon.
Bon, ouais, ça c'était des petits murs, mais bon, pareil. Ah, t'as fait la Race Cross Belgique? Ouais, c'était la première édition au mois d'août. Ok, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'était une très belle course. Première expérience en ultra. Bon, si on peut parler d'ultra, parce que j'étais sur la distance courte, j'étais sur le 350 km, donc c'était du baby ultra, on va dire. Mais bon, très belle expérience. Ça commence à faire. Ça commence à compter, mais en même temps, t'es pas non plus de. Enfin, je veux dire, j'ai pas passé la nuit sur le vélo, si tu veux. Tu vois. Ouais. Je suis parti entre 7 et 8 heures du matin et je suis arrivé. C'était la tombée de la nuit, quoi. Tu vois, où les voitures commencent à allumer leurs phares tout doucement. Ouais, donc oui, t'as pas la gestion du sommeil et puis. C'est ça, exactement. La gestion de l'autonomie à avoir. Ouais. L'autonomie, si, quand même, parce que bon, tu roules pendant 14 heures, faut quand même que tu bouffes et que voilà. Mais je veux dire, en termes de bagages, c'est pas comme si tu portais sur 2000 kills, où tu devais recharger toutes tes batteries. Non, c'est ça, exactement. Oui, non, niveau logistique, ouais, c'est clair, exactement. Donc, t'as pas de problème de recharge. T'as pas de problème de gestion du sommeil, comme tu disais, et donc il faut pas. Alors, je pense que je devais avoir une couverture de survie, tu vois, au cas où, mais c'est tout, quoi, et un KOE, quoi, tu vois. Mais je veux dire, j'avais pas de sac de couchage ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est pour ça que on peut appeler ça de l'ultra, mais c'est vraiment le tout début de l'ultra, quoi, tu vois. Ouais, mais bon, c'est encore un autre délire, on va dire. Moi, je pense que là où je m'exprimerais le mieux, c'est sur le faux plat montant, mais bon. Ouais, ça, c'est la typologie de la Belgique, c'est pour ça. Ouais, on peut dire ça. Mais quoi qu'il y a quand même quelques beaux petits murs. Si tu restes pendant un an dans les Alpes, tu peux changer de registre. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, moi, j'ai vécu en Colombie, donc dans les Andes, et effectivement, là, je faisais beaucoup de montagnes. Et c'est vrai qu'en fait, bon, clairement, on a des prédispositions ou non, enfin, vis-à-vis de notre corpulence et de notre morphotype, etc. Mais après, au-delà de ça, c'est clair que il y a un facteur d'acclimatation. Enfin, tu t'habitues en fait à ton environnement. Et tu t'habitues à faire de la montée, tu t'habitues à envoyer du lourd sur des longues lignes droites, sur ton CLM. Voilà, c'est hyper différent et musculairement aussi. Hein, je veux dire, enfin, c'est ton corps qui s'habitue plus ou moins, quoi. Et du coup, on a parlé un petit peu de tes débuts dans le triathlon, tes performances dans le triathlon, parce que bon, c'est quand même pas mal d'avoir gagné 2 courses sur ta première saison. Et à côté de ça, tu disais aussi que tu es coach, tu as une structure d'accompagnement avec ton frère. Ouais, on a créé notre société d'entraînement et d'encadrement, donc le Rufo Cycling System, donc RCS, avec Loïc, donc mon frère, il y a 3 ans. Donc on fait tout ce qui est entraînement pour cyclistes. Donc là, c'est du suivi à distance. Donc même si la majeure partie de nos athlètes sont à côté de chez nous, on fait tout ce qui est encadrement de stage. Donc on a sur l'année une dizaine de stages, que ce soit en Suisse, en France, en Espagne, en Italie. D'une durée de entre 3. Ok, donc tu disais tout à l'heure en off, par exemple, que tu étais à Girona en Espagne pour faire du gravel. Ça, c'était un de tes stages avec des clients alors? Ouais, exactement. Là, c'était un stage avec des clients. Donc là-bas, on avait 8 clients. 8 clients qu'on accompagnait sur les sorties, où on propose des prestations un peu différentes sur chaque. Donc on a souvent un cuisinier qui est Valentin, une bonne partie de l'année. Ouais, alors Valentin Lacroix qui est déjà passé quelques fois sur le podcast. Il est passé 2 fois sur le podcast, donc pour pour les auditeurs les plus fidèles, ce nom vous sera probablement familier. Exactement, donc un très bon gars. Donc Valentin qui Bon, en même temps, ça m'étonne pas. Hein. Cyclisme, stage, cuisine, nutrition, c'est la partie de Valentin. Exactement. Et puis montagne aussi, hein. Et surtout montagne. Valentin, il vient des Alpes, il vient de Briançon. Du coin de Briançon, hein, donc la montagne, il connaît bien. Ok, donc ça a l'air top comme stage, ça donne envie. Et c'est des stages qui sont uniquement réservés à vos... Enfin, je sais pas si vous appelez des clients ou des athlètes, non. Enfin voilà, mais... Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir dans la limite des places disponibles. Donc nous, on est vraiment sur des stages
on va dire, en comité un petit peu réduit parce qu'à chaque fois, on essaye de trouver des villas, des maisons ou des chalets pour avoir bien plus de convivialité qu'en hôtel. Donc, c'est ça qui nous limite. C'est plutôt un gros Airbnb qu'un hôtel. Okay. Exactement, à chaque fois. Donc, voilà, on est toujours limité, on va dire, à 10-12 clients par stage. Donc, voilà, c'est ça qu'on aime parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut le plus partager avec nos clients, faire le plus de retours sur le vélo. C'est clair que si tu as 30 personnes à gérer sur le vélo, tu donnes pas de conseils, hein. Tu essaies juste d'assurer la sécurité de tout le monde et puis c'est tout. Donc nous on se limite vraiment sur des plus petits groupes où voilà, finalement on veut faire vivre plus une expérience qu'autre chose à nos clients. Et comment vous faites pour segmenter vos groupes? Enfin, c'est-à-dire, il vaut mieux que les gens aient plus ou moins le même niveau, parce que j'imagine que si vous partez à 10... On a deux groupes de niveau, donc en gros on sait à peu près toujours avant le stage le niveau de chaque personne. Voilà, exactement. Et donc du coup, vu qu'on est 2 entraîneurs sur le vélo, on fait 2 groupes de niveau, ce qui permet finalement de, même s'il y a des écarts un petit peu dans chaque groupe, ça permet quand même de niveler un petit peu les niveaux et que finalement chacun puisse évoluer à sa vitesse sans avoir besoin d'attendre une personne ou au contraire sentir qu'elle ralentit le groupe au max. Et puis finalement sur les programmes de certains stages, les programmes sont quand même assez chargés, donc forcément la personne qui roule 5 fois par année, elle va pas se dire ok, je vais me taper une semaine dans les Dolomites avec 180 kg et 5000 de dénivelé. Donc finalement ça fait déjà on va dire les gens qui s'inscrivent savent un petit peu le niveau auquel ils doivent avoir. Et ensuite, avec 2 groupes de niveau, on arrive quand même à bien... 180 km, c'est la distance que vous faites par jour, c'est ça? Bon, ça dépend des stages, mais il y a typiquement dans les Dolomites, voilà, des fois on a des bonnes étapes où on est entre 140, 150 kg, et puis entre 4000 et 5000 de dénivelé au max. Alors, c'est pas tous les jours comme ça, hein, je te rassure. On a aussi des étapes un peu plus faciles, mais dans tous les cas, quand on part voilà, dans les massifs montagneux, c'est quand même des très bonnes journées où les personnes passent quand même beaucoup de temps. Donc c'est clair que avant de pouvoir venir, il faut quand même rouler un petit peu, sans pour non plus être champion du monde, hein, bien sûr. Et puis après, on a la possibilité aussi de faire des parcours un petit peu plus courts. Donc typiquement, on fait un parcours long et puis un parcours un petit peu plus court pour le deuxième groupe, ce qui permet que les personnes passent pas non plus 10 heures sur le vélo par jour. Vous avez quoi comme profil, ton frère et toi? Enfin, je veux dire, vous êtes coach parce que vous avez de l'expérience dans le vélo, ou bien vous avez fait une formation là-dedans? Non. Alors en fait, on est entraîneur parce qu'on aime ça, et puis on a passé notre diplôme d'état d'entraîneur et de directeur sportif, donc en France à Poitiers en 2018. Donc non, on a une formation d'entraîneur. Ok. Et donc du coup, en gros, ça c'est ton activité que vous avez lancée à la sortie des études, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, on a fini notre diplôme en juillet 2018, et puis en novembre 2018, on a lancé notre société. Ouais. Ok. Et donc vous vivez du coaching et des stages, c'est ça? Exactement. Et du café cycliste. Ouais, alors le café cycliste finalement c'est une deuxième partie qui est venue un petit peu plus tard. Donc c'était un projet qu'on avait avec à la base un athlète à nous qui est finalement devenu ensuite un ami. Et puis on a toujours eu envie de lancer un concept café cycliste sur la région. Donc on a commencé à réfléchir il y a déjà 2 ans et demi à peu près, un petit peu plus, 3 ans. Et du coup on a lancé ça au mois de janvier 2021. Et du coup dedans là on s'est occupé de créer le projet déjà dans un premier temps. Et puis ensuite maintenant on gère un petit peu tout ce qui est communication, événementiel, et voilà, faire que tout cohabite entre les cyclistes et puis les personnes normales. Ouvrir un café cycliste, je pense que c'est un truc c'est un peu le rêve de beaucoup d'athlètes, beaucoup de cyclistes. Comment ça se passe quand tu te dis voilà, on veut ouvrir un café cycliste, vous commencez par quoi? Déjà, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut avoir en tête que c'est pas le cycliste qui va faire vivre ton café. Donc il faut réussir à créer un endroit où tout le monde peut cohabiter et que les clients lambda se sentent aussi très bien, que les deux puissent cohabiter, parce que si on attend les cyclistes toute une journée,
Le chiffre d'affaires, il va pas tourner tout seul. Les cyclistes, c'est finalement une minorité. On va dire qu'ils sont présents le week-end, ils sont présents l'été en fin de journée quand ils vont rouler, mais c'est pas la clientèle principale. Donc finalement, c'est réussir à créer une atmosphère et puis un lieu où tout le monde arrive à retrouver ce qu'il a envie. Et donc ça, c'est le plus compliqué. Et parce que quand on parle d'un café cycliste, j'imagine qu'il y a plusieurs typologies aussi, plusieurs catégories de cafés cyclistes, mais là, le vôtre, c'est quoi? Vous proposez quoi en fait comme service? Alors en fait, nous, ce qu'on voulait, c'est que quand le cycliste il arrive chez Tête de Course, il ait tout ce qu'il a besoin. Donc typiquement, nous, le cycliste qui arrive chez Tête de Course, on a un atelier mécanique, donc on a 2 mécaniciens qui travaillent, on a un espace lavage. Donc en fait, le gars, il peut arriver. Hop, il met son vélo à l'atelier. S'il a besoin d'un lavage, le mécano lui lave le vélo. Pendant ce temps-là, il peut aller boire un café. Ça, c'est cool quand même. Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Ça se situe où? C'est c'est vraiment en ville ou c'est dans? Ouais, c'est en ville, ouais. C'est dans Nyon. Donc. Il y a quand même. Moi, je trouve que c'est quand même un gros pain point pour beaucoup de cyclistes. Si t'as pas un garage avec un tuyau d'arrosage ou quoi, tu vois, tu vis en appartement. Franchement, c'est la merde, quoi. Je veux dire, laver ton vélo, si tu fais du VTT ou du gravel, alors là, c'est vraiment la guerre. Et même sur route, en hiver, tu vois, je veux dire, moi, je sors, les routes sont un peu mouillées, y a rien à faire, je reviens, mon vélo est dégueulasse, quoi. Et donc, tu vis en appartement, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais. Donc là, nous, c'est pour ça, on avait vraiment envie qu'il y ait tout ce qu'il faut, que le gars qui a envie de rentrer chez lui avec un vélo propre après sa sortie, il puisse, que le jour où il a un pépin avant une sortie de vélo, il puisse, que le jour où il veut emmener son vélo pour faire un service, parce que il y a besoin de changer des câbles, etc., il puisse aussi faire. Donc finalement, c'est aussi créer une expérience pour le client et qui retrouve chez nous un petit peu tout ce qu'il a besoin. Dedans, on a aussi des douches, donc ça veut dire que le gars qui veut venir, par exemple, au travail en vélo, il peut poser son vélo à l'atelier, prendre sa douche et puis filer au bureau ensuite. C'est pas juste en fait une décoration d'un vélo posé sur le mur. C'est vraiment créer une expérience. On organise aussi des social rides au départ du café pour vraiment finalement développer un petit peu la communauté. et puis voilà. Donc voilà un petit peu. Ok, et à côté de ça, vous vendez des cafés. Exactement. Ouais. Alors finalement au début l'orientation c'était plus on va dire café. Un peu une vitrine, etc. Et puis finalement maintenant on est passé dans une autre dimension où c'est finalement plus un restaurant qu'un café. Donc finalement on est ouvert de 8h du matin à 23h presque tous les jours. Ce qu'on voyait au début a un petit peu changé finalement. Donc on parle presque plus d'un restaurant que d'un café, quoi. Le side hustle s'est transformé en projet à temps plein. Et du coup, quand est-ce que tu trouves du temps pour t'entraîner là-dessus? Alors, heureusement, j'ai pas besoin de gérer tout le café. Il y a vraiment un propriétaire qui s'occupe de tout ça avec une équipe, avec du management sur la partie salle et sur la partie cuisine. Donc, je vous rassure, c'est pas moi qui fais les menus. Ma partie de travail dans ce café et pas de 40 heures par semaine, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Que moi aussi, des fois, je me demande comment je fais pour m'entraîner. Donc, c'est clair que les journées, j'aimerais beaucoup qu'il y ait au moins 10 heures de plus par jour pour pouvoir tout faire. Mais malheureusement, ça fonctionne pas. Donc, j'ai la chance de pouvoir m'organiser un petit peu comme je veux, dans la mesure où j'ai pas forcément d'horaire fixe. Si j'ai envie de travailler de 6h ou de 5h du matin à 9h et puis ensuite à 9h aller m'entraîner, j'ai cette possibilité-là. Ouais, c'est l'avantage évidemment d'être entrepreneur, indépendant. Ouais. Exactement, donc finalement ça me simplifie aussi un petit peu la tâche là-dessus. Et tu disais qu'il y avait un propriétaire, c'est quoi? C'est un gérant ou c'est un propriétaire C'est le gérant et puis finalement la personne qui on va dire qui a mis presque la majeure partie de l'investissement financier. D'accord, ok. Là-dedans. Donc vous êtes associés, ok. Et juste pour avoir un peu une idée, je sais pas, il y a peut-être des gens dans le monde qui veulent ouvrir un café cycliste. Ça représente combien comme investissement, à mettre Tu vas me dire que ça dépend si tu achètes, si tu loues. En euros, pas en francs suisses. Ouais. Après, en fait, finalement, tout dépend le projet que la personne a. Et puis là, ça va vraiment
beaucoup dans le détail, et puis c'est des matériaux qui sont quand même vraiment de haute qualité, donc forcément l'investissement est vraiment important. Après voilà, il y a toujours possibilité et puis en plus on est en Suisse, donc forcément les prix sont bien plus élevés qu'à certains endroits, mais on va dire que il faut au moins 1 million. En euros? En millions, en euros, on a 850 000. Ah oui, ok, d'accord. Bon, ça fait cher le café, ça t'en fait vendre beaucoup des cafés quand même. Ouais, il en faut un petit peu. Ouais, mais donc du coup, parce que un café comme ça, t'as combien de tables tu fais? C'est pas non plus énorme comme restaurant, j'imagine. Typiquement, nous, maintenant, avec la terrasse l'été, il y a presque une centaine de places assises quand même. Ah ouais, quand même. C'est okay. quand même assez important. Non, c'est pas juste, voilà, c'est pour ça que je disais, tout dépend un petit peu du projet et puis de la place que la personne a, de ce qu'elle veut faire. Parce que finalement, quand il y a 30 places assises, l'investissement il est quand même bien moins important. Donc voilà, finalement, ça dépend un petit peu de tout ça. Ok, ouais. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment un business, tu vois, qui est intéressant en termes de retour sur investissement, ou est-ce que c'est vraiment un truc que les gens font par passion, tu vois? C'est ce que je me demande aussi souvent. Il y a des deux. C'est clair que si la passion n'est pas là au début, tu te lances pas dans un projet comme ça en mettant autant d'argent. Après, finalement, maintenant, on est dans un fonctionnement de restaurant, donc finalement, ça doit jouer, ça doit tourner. Et puis, l'affaire, elle doit être rentable. Elle doit être rentable parce que sinon, ça sert pas à grand chose. Et puis, le plaisir, c'est pas seulement mettre de l'argent là-dedans, c'est aussi que au bout d'un moment, il y a quand même des retombées financières, c'est clair. Mais c'est clair que si t'as pas la passion du vélo et la passion de faire les choses correctement, tu te lances pas dans un projet comme ça, c'est clair. Non, et puis surtout, se lancer en janvier 2021, on remet quand même un peu les choses dans le contexte. Alors, je t'avoue qu'en fait, à la base, c'était un projet qui devait voir le jour, qui devait ouvrir janvier 2020. Ouais, ok. Donc, on a eu 1 an de retard par rapport au Covid, et puis ensuite par rapport à toutes les autorisations, tous les travaux, tout mettait plus de temps parce que voilà, personne travaillait à temps plein tout le temps. Donc finalement, on a eu un an de retard, et puis on a attendu d'avoir une situation qui était un petit peu plus claire et qui nous permettait finalement d'ouvrir dans des conditions un petit peu plus normales, on va dire, que ce qu'on pouvait avoir avec le Covid. Okay. Donc on a ouvert en fait en take-away au début pendant 3 mois, donc avec un staff qui était quand même bien plus réduit que ce qu'on peut avoir maintenant. Et ensuite, on a ouvert en conditions un petit peu plus normales, mais au début, il y avait que la terrasse qui était autorisée, donc voilà, c'était hyper compliqué, et puis c'était un petit peu un casse-tête. Mais bon, finalement, on est en ouverture normale, et puis ça, c'est cool, ça vit bien, donc c'est top. Oui, et puis comme tu disais, du coup, tu es parvenu justement à faire en sorte qu'il n'y ait pas que des cyclistes. J'imagine, tu as, je sais pas, le couple de petits vieux qui habitent à côté, qui viennent prendre leur petit déjeuner le matin, des travailleurs sur le temps de midi, c'est un peu ça. Ouais. C'est clair que si, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si on compte que sur les cyclistes, on vit le samedi et le dimanche, et puis et puis le reste du temps, on ferme. Donc là, l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose pour que tout le monde s'y retrouve et que ce soit un endroit cool à venir pour tout le monde. Donc finalement, notre clientèle, je dirais qu'on a 90% de personnes, 90% de personnes lambda, et puis en moyenne 10% de cyclistes qui sont rassemblés finalement plus sur le week-end. Donc là où vraiment, on voit quand même beaucoup de groupes de cyclistes venir. Donc ça, c'est finalement, c'est pour ces moments-là aussi qu'on a eu ce projet. Donc c'est cool de voir ça. Même si on aimerait toujours avoir plus de cyclistes, mais après, il faut bien que les gens travaillent un peu là. Après, je pense que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a plusieurs typologies de cafés cyclistes, et effectivement, je crois que tu as celui qui est plus orienté café, voire resto, comme vous, et puis il y a celui qui est plutôt orienté cycliste, c'est-à-dire qui va plutôt faire un magasin style, je sais pas, si tu prends les showrooms Rafa par exemple, en fait c'est un magasin, et puis c'est juste que dans le magasin tu as un petit comptoir où tu peux prendre un café, mais c'est vraiment juste un café, quoi. Ouais, exactement. Dans tous les cas, de toute façon, tu peux pas, il faut avoir un business associé à ça, parce que et ton business en fait c'est soit le magasin de vêtements,
soit c'est le resto, quoi. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Donc nous, finalement, ce qu'on voulait, c'était avoir un petit peu une part des deux, donc avec l'atelier et puis le café-restaurant. Et donc voilà, ça tourne comme ça. On n'a pas un magasin encore, mais l'atelier sert déjà c'est beaucoup. Prévu Ouais, il y a d'autres projets, alors pas sur ce même lieu, mais il y a d'autres projets ailleurs. Génial. Bon, c'est cool, en tout cas, t'arrêtes pas. Non, ça va. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Bon alors, moi j'avais quand même 2 questions. La première, c'est pourquoi la Suisse ? Pourquoi après ton diplôme d'entraîneur à Poitiers, tu émigres vers la Suisse ? Alors en fait, pendant notre diplôme d'entraîneur, on a commencé de développer des activités cyclistes pour une salle de sport sur Genève. Donc du coup, on s'est rapproché de la Suisse. Donc on habitait en France côté frontalière. Après l'obtention de notre diplôme, on s'est très vite rendu compte que là où on était, c'était bien, mais on n'avait pas trop de liberté d'action sur tout ce qu'on faisait. Et on a toujours voulu être un peu indépendant, donc on se dit ok, je pense que c'est le moment de franchir le pas et puis de créer notre société. À deux, c'est toujours plus facile que tout seul. Donc du coup, on a quand même décidé de rester sur la région parce que c'est une région qui est sportivement parlant très dynamique. Il y a quand même beaucoup de personnes qui font du vélo. À cette époque-là, si on compare avec Vichy, là où on est originaire, c'est pas la même chose. Typiquement à Vichy, faire des stages, faire du suivi d'entraînement, ça va pour 10 personnes. Ensuite, c'est ultra compliqué parce qu'il n'y a pas un marché qui est similaire à ce qu'on peut retrouver nous en Suisse. Donc voilà, on a vraiment décidé de partir directement sur la Suisse, d'implanter notre société en Suisse parce que finalement notre part de marché, notre clientèle principale aurait été des Suisses et c'est pas hyper bien vu et pas hyper correct d'avoir son entreprise en France et puis on va dire essayer d'avoir des clients suisses. Donc voilà, on a voulu faire les choses bien et puis direct s'implanter en Suisse. Et puis dès qu'on a pu financièrement, on s'est installé, on a pris un appartement en Suisse, ce qui nous a simplifié quand même pas mal de choses. Et donc voilà un petit peu la raison principale, c'est que on était déjà un petit peu sur la région et puis on a trouvé intéressant de rester là-bas pour faire finalement ce qu'on aimait et puis pouvoir vivre aussi de notre passion sur ce point-là. Okay. Et ton frère, il est plus âgé que toi, plus jeune que toi ? Ouais, plus âgé, il a 3 ans plus que moi. Donc et il fait quoi ? Il fait aussi du triathlon ? C'est un cycliste ? Non, il fait que du vélo maintenant. Il fait des cyclosportives. Donc il a été aussi au niveau élite et puis il avait un très bon niveau. Il a eu des problèmes de santé aussi il y a 4 ans. Donc là il a bien galéré. Et puis là ça fait une année qu'il peut rerouler normalement sans douleur. Donc ça commence à revenir gentiment. C'est un truc de famille du coup ? C'est quoi ? C'est vos parents qui vous ont inculqué ça ou t'as suivi le grand frère parce que tu voulais être comme lui ? Ouais, en fait c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. On faisait du tennis avant et puis un petit peu. Alors on a toujours fait un petit peu de vélo à côté pour s'amuser, du VTT, etc. Et puis du jour au lendemain, Loïc a dit moi je voudrais bien faire du vélo et tout. Donc nos parents nous ont. Donc j'ai dit ouais allez moi aussi j'ai envie. Et puis j'avais pas envie de continuer à faire du tennis tout seul. Donc je l'ai suivi. Ouais, bon, alors on était en club, donc ça allait, mais voilà, j'ai toujours bien aimé faire les choses avec lui. Et puis, donc, du coup, nos parents nous ont acheté des vélos, et puis c'était parti, mais finalement, c'est pas du tout nos parents qui étaient là-dedans. Notre père a juste, du coup, acheté un vélo aussi, et puis il a roulé un petit peu avec nous au début. Il roule toujours, mais à la base, c'est pas du tout une histoire de famille, c'est juste Loïc qui a voulu faire du vélo, et puis moi qui a suivi. Ah, ça le devient, du coup. Ouais, du coup, ouais, maintenant ça devient un petit peu. c'est un peu ancré dans nos gènes maintenant.
Bon alors, et du coup, tu dis que ton frère a 3 ans de plus que toi, que vous avez fait le même diplôme, et si j'ai bien compris, en même temps, vous avez été diplômé en même temps à Poitiers. Pourquoi vous êtes orienté vers un diplôme d'entraîneur et est-ce que tu peux nous faire peut-être rapidement un overview des diplômes en France? Parce qu'il y a le DGEPS, il y a le BPGEPS, il y a plein de types de diplômes, il y a les diplômes de fédération. Est-ce qu'on peut passer ça vite fait en revue pour nos auditrices et nos auditeurs qui seraient intéressés? Alors typiquement, nous en fait on était dans le vélo, donc on avait envie finalement de continuer dans cette branche là, tout en gagnant notre vie. Donc on a toujours été intéressé par l'encadrement et puis à finalement apporter des nouvelles choses et puis aider les autres, c'est toujours quelque chose qui nous a motivés. Donc en fait voilà, quand on s'est dit ok, on passera pas pro, du moins pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je me suis très vite rendu compte que ce que je voulais, c'était rester dans le monde du vélo. J'avais absolument pas envie d'aller travailler dans un magasin de sport ou quoi que ce soit. Donc du coup, on a passé En fait, il y a des sélections à passer pour pouvoir être pris. Donc à l'époque, il y avait une section par année où on était une quinzaine. Donc sur toute la France, il y avait 15 places par an et on a passé en fait en même temps notre sélection et on a été tous les deux pris. Donc voilà, avoir 2 frères dans la même promo, c'était la première fois que ça arrivait. Donc pour nous, c'était hyper cool. Donc nous, on a passé le DGEPS, qui est en gros le diplôme le plus reconnu en France, donc qui permet d'entraîner en France et d'être directeur sportif. Après, il y a le BPGEPS, donc qui est en dessous. Donc ça qui permet en fait finalement de juste par exemple encadrer des sorties. Donc c'est là où on fait une différenciation entre entraîner et encadrer. Donc voilà, le BPGEP c'est par exemple pour les éducateurs en club qui donnent des séances et qui encadrent des groupes sur la route. Donc là c'est finalement juste la seule restriction. Et puis le DGEP ça permet d'entraîner régulièrement en suivi à distance ou pas à distance d'ailleurs des athlètes. Et après il y a tout ce qui est formation fédérale qui est aussi un complément pour les éducateurs en club, qui permet de certifier les encadrants et puis pour être autorisé à encadrer dans les clubs. Donc voilà un petit peu la différence. Et comment on fait alors pour devenir entraîneur? C'est quoi comme type de formation? Ça dure alors là, combien de temps? typiquement, c'est 1 an de formation, donc qui débute en septembre et qui finit en septembre, donc avec une alternance entre 1 semaine en centre de formation, donc à Poitiers pour notre cas, et 1 semaine en structure, donc là où on est. Moi, typiquement, j'étais dans un club à côté de Vichy, où on doit. Un club de quoi du coup? De triathlon? Ou de cyclisme? Non, de vélo. Ok. Donc du coup, un club où tu dois pendant 1 année mener un projet de développement dans la structure. Ça dépend un petit peu des faiblesses et des forces du club. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit être par rapport à ce que le club a besoin. Et ensuite, tu as tes 20 ou 30 heures par semaine à travailler dans ta structure. Et en parallèle, tu as tes formations 1 semaine sur 2 au Krebs à Poitiers. Donc c'est assez prenant parce que tu peux pas dire je fais ça à côté d'un travail à temps plein dans une entreprise. Faut vraiment être détaché de tout et avoir ses disponibilités 1 semaine sur 2 tout au long de l'année. Donc on est con. Oui, c'est ça, c'est pas un truc que tu fais en cours du soir sur le côté, quoi. C'est vraiment. Alors voilà, typiquement les brevets fédéraux qui sont dispensés par la Fédération française de cyclisme, ça c'est assez cool parce que c'est les week-ends, donc c'est par exemple, je sais pas, j'ai une connerie, mais 4 ou 5 week-ends par année, qui permet à tout le monde, même à la personne qui travaille dans une entreprise à côté, d'aller passer ses brevets fédéraux et puis de pouvoir entraîner, enfin du moins encadrer des jeunes dans un club. Donc là, non, c'est vraiment beaucoup plus... C'est ça, mais ça te donne pas le statut de coach, ça? Et non, absolument pas. Et là, pareil, en France, on discerne un petit peu entre coach et entraîneur, parce qu'en fait, un coach, souvent quand on voit coach en France, c'est en fait une personne qui entraîne, mais qui n'a pas un diplôme d'entraîneur. Dans la législation, en fait, certains jouent un peu là-dessus et disent « Ok, je suis coach de vélo »,
Mais en fait, c'est juste qu'ils sont pas entraîneurs, ils ont pas le diplôme et la certification. Et du coup, en disant qu'ils sont coachs, mais en donnant quand même des séances d'entraînement, ils ont normalement pas de problème à avoir en termes de loi. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué et que le terme coach, je l'apprécie pas hyper bien parce que voilà, c'est finalement des personnes des fois qui sont pas diplômées. Oui, il n'y a pas d'accès à la profession pour le job de coach. Ouais, exactement. Tu peux être autoproclamé coach, par contre, tu peux pas être autoproclamé entraîneur. Exactement. Alors après, il y a aussi des très bons coachs coachs qui peuvent être entraîneurs et qui ont juste des limitations, on va dire, en termes de qui n'ont pas eu forcément le temps de passer un diplôme d'entraîneur ou voilà, qui ont une activité à côté qui permet pas de les libérer et du coup ils peuvent pas avoir ce statut alors que ils sont bons. Mais il y a aussi comme dans tout, on va dire des charlatans qui se proclament coach, entraîneur, coach du moins, mais qui sont pas aptes. Et puis voilà, l'entraînement, c'est pas du n'importe quoi. Il y a quand même des règles fondamentales qui font que si t'as pas des notions, tu peux très vite jouer avec la santé de tes athlètes, quoi. Ouais, parce que tu joues quand même avec la santé. Ouais, c'est ça, tu joues avec la santé des gens, quoi. Donc t'as intérêt à avoir un bon bagage quand même. Ah, exactement. C'est pas juste mettre une séance d'intensité, une séance d'endurance dans la semaine. Voilà, faut quand même avoir un cheminement et puis savoir quel impact a quelle séance sur la santé physique, mentale de mon athlète. Donc ok. Ouais. Et quand tu vas dans un club par exemple, c'est que des entraîneurs ou tu as aussi des coachs? C'est là la différence, c'est que si c'est une personne qui donne des séances d'entraînement orientées par exemple aux athlètes, aux jeunes, etc., ça sera forcément normalement un entraîneur. Si c'est par exemple la personne, un parent d'un coureur qui vient pour encadrer un entraînement juste pour que les enfants soient en sécurité, ça peut être soit une personne qui a un BPGEPS, soit une personne qui est juste à un brevet fédéral qui lui permet d'avoir les connaissances pour encadrer le groupe de jeunes et que finalement la sortie collective se passe très bien. Mais la personne, quand c'est des entraînements structurés, etc., qui sont donnés, normalement ce sera une personne diplômée par la Fédération française de cyclisme ou par un autre institut. Ouais. Et justement, cette formation-là de DGEPS cyclisme, elle est spécifique pour le cyclisme. C'est-à-dire que toi, tu peux officiellement encadrer des cyclistes, mais pas forcément des triathlètes. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez recours à un diplômé en master en ingénierie sportive? Ouais, alors du coup, c'est pour ça. Alors déjà, j'ai pas même si je voudrais être, on va dire, entraîneur de triathlon, j'ai pas forcément la légitimité et puis les connaissances dans tous les domaines, notamment en natation, qui permettrait de dire ok, je suis coach de triathlon. Donc c'est pour ça que nous on a une troisième personne avec qui on travaille, qui s'occupe de toute la partie suivi d'entraînement en triathlon. Et donc c'est pour ça que finalement on a une troisième personne, parce que on n'est pas apte et formé à pouvoir dispenser des suivis d'entraînement en triathlon. Même si en Suisse, la législation en fait suisse est différente de la législation française, dans la mesure en fait où, par exemple, en Suisse, presque n'importe qui peut entraîner sans diplôme. Donc en fait, moi, limite, si je voudrais entraîner en triathlon des athlètes, je pourrais, j'aurais pas de souci. Ouais. Légalement, tu pourrais, quoi. C'est juste que tu te sens pas forcément et puis voilà, chacun son métier. Moi, je suis pas formé pour le triathlon, je suis formé pour le vélo. Bien sûr. C'est là où je suis le meilleur. C'est ce que tu connais métier, mieux. Donc c'est ton domaine d'expertise, quoi. Et comment tu fais pour trouver tes athlètes, du coup, tes clients, en fait? C'est quoi? C'est du bouche à oreille? Tu fais comment? Ouais, alors c'est beaucoup de bouche à oreille dans un premier temps. Surtout quand on est arrivé sur la région, on n'était pas forcément connus. Donc au début, on avait un petit peu moins d'athlètes. Maintenant, on a de plus en plus. Alors c'est le bouche à oreille, c'est aussi nos résultats sportifs qui font que
voilà, on n'est pas champion du monde, mais on a quand même une petite notoriété sur la région qui permet de se faire connaître. Donc c'est aussi ça, et puis après les réseaux sociaux, site internet qui sont aussi importants. Même si et c'est là où tu te rends compte qu'en fait tes performances sportives, finalement, même si t'es pas professionnel, ça fait quand même un petit peu partie de ton métier aussi. Parce que le fait de gagner une course, je sais pas, tu gagnes l'Ironman de Vichy, forcément, c'est un truc, ça va te rapporter des clients, quoi. Donc en fait, quand tu vas t'entraîner, finalement, c'est du boulot aussi, quoi. Tu sais que dans tous les cas, si t'as les performances qui vont avec, ça te reviendra, et puis que t'auras une visibilité qui sera accrue. Typiquement, c'est tout bête, mais moi, je regarde les sollicitations et puis les contacts que j'ai eus après avoir gagné à Vichy, c'est des choses que j'aurais jamais eues si j'étais juste derrière mon ordinateur à faire mes plans à mes athlètes sans pratiquer finalement à côté. Ouais, l'image elle est très importante là-dessus, même si au bout d'un moment nous on peut pas prendre des athlètes à gogo. Au bout d'un certain nombre, on est quand même limité, et puis on doit quand même déléguer à d'autres personnes, parce que voilà, avec 20 athlètes, on est au maximum de ce qu'on peut faire avec toutes les activités qu'on a à côté. Ok, et quand tu dis 20 athlètes, c'est quoi ? C'est au total, ou c'est par entraîneur ? Par entraîneur. Donc t'es 20 athlètes sur je sais pas, mettons que sur une semaine de 5 jours, ça veut dire que tu te fais 4 athlètes par jour, grosso modo ? Ouais, exactement. C'est quoi ? C'est 2 heures par athlète par semaine, un truc dans le genre ? Mais non, parce que tu fais d'autres trucs à côté. Tout dépend un petit peu en fait de la formule que chaque athlète a, parce que suivant la formule, il y a plus ou moins de suivi. Sur certaines formules, en fait, c'est tous les jours, tu dois regarder les séances, faire des retours, avoir des contacts avec eux. Donc après, ça dépend un petit peu de tout ça. Et puis c'est clair que à côté, j'ai pas que le suivi d'entraînement. Si j'avais que ça, ce serait, on va dire, assez simple. Et puis j'aurais un peu de temps à côté. Et puis je pourrais ou alors prendre plus d'athlètes. Mais c'est clair qu'en gros, un athlète prend entre 1h30 à 2 heures par semaine à lui tout seul. Donc ça fait une grosse charge de travail sur ça. Ouais, en fait, ça te fait déjà presque un temps plein, en fait. Et puis parce que t'as 1h30 ou 2 de suivi par athlète, mais à côté de ça, tu dois gérer ta compta, tu dois faire un peu ta com, tu dois organiser tes stages, tu dois régler tous les problèmes, etc. C'est le métier d'entrepreneur, hein, voilà. Enfin, je connais un Exactement. petit peu, mais je veux dire, déjà ça te prend, c'est pas des semaines de 40 heures, j'imagine. Tu dois déjà bosser peut-être 60, 50 ou 60, je sais pas. et à côté de ça, tu as tes entraînements. Alors ça va que maintenant sur certains points on a quand même du soutien. On a une 3e personne qui travaille avec nous sur toute la conceptualisation de stage, l'organisation, et puis tous les déplacements. Donc nous, ça nous permet aussi de nous décharger un petit peu, et puis de revenir finalement à nos fondamentaux de travail. Pareil sur la comptabilité, c'est quelque chose qui nous fait chier. Non, mais tu peux le dire, moi pareil, voilà. Disons-le. Non, mais il y a des gens qui aiment ça, voilà, il y a des gens qui aiment ça. Heureusement qu'il y a des gens qui aiment ça d'ailleurs, parce que sinon je sais pas comment on ferait. Mais effectivement, c'est mais je sais, même si tu as un comptable, au final, faut quand même que tu suives un peu le truc, faut que tu rentres tes factures, voilà, il y a quand même un peu de paperasse, quoi, je veux dire. Ouais, et puis il faut lui donner les informations. On a quand même la chance d'avoir un petit peu de support là-dessus qui nous permet de réduire un petit peu le temps de travail sur ces choses-là. Mais dans tous les cas, voilà, c'est toute la gestion d'une société qui fait que on s'arrête pas à notre métier d'entraîneur. Et puis, mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que finalement être employé comme entraîneur dans un club, tu fais ton travail et puis basta. Là, quand t'as ta société, c'est différent. Et puis alors, tu comptes pas tes heures, mais tu découvres un peu une autre facette de l'entrepreneuriat. Tu gères tes réseaux, tu essayes de vendre tes produits, de vendre tes stages, etc. Donc c'est aussi des choses qu'on a appris et qu'on n'aurait peut-être jamais appris si on n'avait pas eu notre propre société. Donc ça, c'est intéressant. Ça s'est toujours bien passé depuis le début, ou il y a des moments où vous vous êtes dit en fait ça marche pas trop, on n'a pas assez de clients, enfin tu vois, vous avez pensé à vous reconvertir, à faire d'autres trucs? Non, alors le début, voilà, c'était un peu plus calme parce que voilà, on avait moins de clients, donc forcément c'était plus compliqué, mais après ça a très vite monté en termes de suivi d'entraînement. On a eu
assez vite du monde. Après sur les stages pareil on a eu du monde. La seule difficulté au début qu'on avait c'était que sur tous nos stages en fait c'était souvent les mêmes personnes. Donc du coup on se disait ok mais les gens ils vont pas faire 10 stages par année quoi. Donc il faut absolument qu'on développe un petit peu notre clientèle. Et puis maintenant de fil en aiguille voilà ça tourne quand même pas mal même si on a des clients récurrents. Mais sinon ça tourne bien. Et puis voilà les années l'année dernière et 2020 ont été assez compliquées avec le Covid parce que en termes de restrictions de déplacement c'était compliqué. On a quand même l'habitude d'aller en Espagne, etc. Et puis finalement, on pouvait pas sortir du territoire. Il fallait des tests PCR pour chaque chose qu'on devait faire, des autorisations. Enfin, donc on s'est retrouvé à reconceptualiser des stages au dernier moment dans un autre endroit. Là où on pouvait aller. Donc là, c'était des mois qui étaient assez compliqués, assez denses, parce que tout ce qu'on avait pu faire en amont était anéanti parce que tous les plans A étaient morts. Donc là, c'était un peu plus compliqué, mais finalement, voilà, on n'a pas mis la société, on va dire, en péril, et puis on a toujours finalement essayé de trouver des plans qui nous permettaient de faire des activités et puis de continuer de faire rouler nos athlètes, nos coureurs, nos clients. Donc ça c'est voilà. Finalement, on se dit que en année normale, on serait plus relax et puis on aurait moins de problèmes et ça nous a aussi fait grandir là-dessus. Donc non, ça c'était, on n'a pas eu pour l'instant de gros problèmes, de grosses frayeurs et puis de baisse de motivation qui nous ont dit ok on arrête ici parce que finalement on est simplement heureux dans tout ce qu'on fait et c'est le principal. Ouais non c'est clair, c'est essentiel, mais je veux dire, je posais la question parce que c'est vrai que ouvrir un resto en début de crise Covid et faire de l'événementiel au même moment, tu vois, je veux dire, l'Horeca, tu vois, la restauration et l'événementiel, c'est quand même les deux secteurs qui ont pris cher. Ouais. Et vous avez sauté dedans, tu vois, à pieds joints, quoi. Et alors, en plus de ça, je crois qu'il y a aussi un autre secteur qui a pris cher, c'est le secteur du sport, la course, en tout cas, je veux dire, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis au sport, c'est vrai. Mais tu vas me dire c'est l'événementiel aussi, mais l'organisation de courses c'est aussi une industrie qui a pris cher, quoi. Je veux dire, tous les événements étaient annulés, les courses étaient reportées et on l'a senti, hein. Enfin moi je l'ai senti aussi, quoi. Ça fait aussi 2 ans que je suis au jour le jour dans le monde du triathlon et clairement ça se voit, quoi. Enfin je veux dire ça a pas été facile, donc vous étiez vraiment en plein dedans depuis le début, donc voilà, c'est pour ça que je me posais un peu cette question, quoi. Puis la difficulté en plus c'est que quand on a des athlètes qui préparent des courses, alors que ce soit de haut niveau ou simplement des courses de masse, c'est que quand il n'y a plus de courses, des fois il n'y a plus de motivation. Donc là c'était aussi compliqué pour certains de toujours garder un cap, etc. Donc nous on a essayé de pallier un petit peu à ça et puis on a créé un challenge donc à Nyon, là où on était, pour finalement redonner un petit peu de compétitivité aux personnes, pour les motiver. Donc sur 3 mois, sur avril, mai, juin, en fait on a pris chaque mois une montée où on faisait des contrôles à montre. Enfin, les gens devaient estimer un petit peu leur temps qu'ils allaient mettre, et ensuite faire la montée chrono à fond, et on récompensait celui qui était le plus près de son temps prédit. Donc voilà, on a essayé de mettre des choses un petit peu en place pour finalement toujours garder un petit peu d'émulsion dans la région, de motivation, et puis essayer de toujours garder un petit peu le contact avec nos clients, nos athlètes, en essayant dès que possible de réorganiser des sorties collectives, en faisant toujours attention à ce Covid, mais essayer de toujours garder un lien qui finalement est l'essence un petit peu de notre sport. Je pense que ça a permis à pas mal de gens de devenir assez créatifs, effectivement, parce que et d'ailleurs j'avais vu ces données, alors je sais plus où, mais c'était des données qui venaient de Strava, qui disaient que les marathons en solo avaient explosé. Tu vois, donc c'est des gens qui faisaient des distances marathon mais tout seuls, quoi. Donc ça déjà c'est un truc qui avait explosé. Et il y en avait un autre aussi, c'était le nombre d'Everesting. Exact. Donc le challenge Everesting, pour ceux qui connaissent pas, c'est choisir une côte et la répéter un certain nombre de fois pour parvenir au même dénivelé que la hauteur de l'Everest. Donc
Bon, en fonction du dénivelé de la côte, le nombre de kilomètres va varier évidemment. mais voilà, donc c'est quand même un truc de bonne acharne. Et ça aussi, c'est un truc, ça a explosé, quoi. Le nombre de challenges, en fait, un peu solo comme ça. Donc voilà, c'est clair. Et je pense que le bikepacking aussi, d'une certaine manière, et l'ultra, c'est quelque chose aussi qui a pas mal, qui a bien explosé aussi. Tout simplement parce que voilà, il y a plus de courses, courtes ou longue distance. Donc du coup, comment est-ce que je peux me challenger tout seul si j'ai personne d'autre pour courir à côté de moi? En fait, je vais me challenger sur la distance, quoi, ou sur la durée. Ouais. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mis à faire des distances de plus en plus longues. Et on l'a beaucoup vu aussi, et avec notamment la Race Across Belgium, la Race Across France, pareil, ils ont encore, je crois qu'ils ont fait plus de 50% d'inscrits par rapport à l'année précédente. Enfin, c'est des trucs, c'est en plein essor, quoi. Il y a vraiment un gros engouement autour de ça. Ouais, non, clairement, c'est clair. C'était une bonne passe. Voilà, c'était une passe, une expérience, et puis ça servira, je pense, pour le futur. Ouais, parlons pas trop vite parce que voilà, on sait pas ce que 2022 nous réserve. On croise les doigts quand même, mais voilà. Espérons pas. Bon, super. Écoute, Pierre, c'était très intéressant. On a parlé triathlon, on a parlé café vélo, on a parlé coaching, on a parlé stage. C'était intéressant. Et écoute, la prochaine fois, faudra qu'on vienne à un de tes stages pour venir couvrir ça en direct. Avec grand plaisir. On conviera Valentin en cuisinier quand même. Ouais, ce sera aussi l'occasion d'aller serrer la pince à Valentin. Ça marche, on fera ça. Bon, Pierre, merci en tout cas d'être venu échanger avec nous. Merci à vous. Et écoute, au plaisir. Bon, j'imagine que toi, ta saison est terminée, donc voilà, je te souhaite rien de spécial pour l'instant, mais en tout cas, que du bon pour 2022. Je sais pas quels sont tes objectifs d'ailleurs, mais en tout cas, après une première saison comme celle-ci, là maintenant, t'as la pression là. Ouais, il y a un petit peu de pression, mais bon, c'est juste l'envie je pense, de mieux faire qui prime, et puis on verra ce que ça donne l'année prochaine. Mieux faire que numéro 1, c'est difficile. Hein. Ouais, mais c'est numéro 1 sur plus de courses. Il y a numéro 1 chez les très bons. Chez les pros. C'est vrai, exactement. Ouais, c'est ça. Il y a la catégorie d'âge et puis il y a les pros, donc voilà. Alors justement, ta saison 2022, tu la vois comment? Parce que vu que tu as gagné le half de Vichy, j'imagine que tu es qualifié pour les championnats du monde de half. Ouais, exactement. Ouais, du coup là j'ai pris la qualification, donc je serai aux États-Unis en fin 2022. Donc du coup ça me permet de refaire une année, on va dire, continuer à découvrir. Donc j'ai déjà 4 half de prévus cette année, avec en point d'orgue les championnats du monde, et puis l'idée c'est d'essayer de rentrer dans les critères pour éventuellement être chez les professionnels en 2023. Donc voilà, c'est le challenge de 2022, en espérant que ça passe. Du coup, tu as dit que les courses vallonnées, c'était ton truc. Donc Vichy, le Ventoux-Man, il y a l'Embrunman aussi qui te tend les bras, non? Ouais, alors ce cas c'est que je suis encore un peu tendre pour la distance full Ironman. Bien que ça m'attire, mais voilà, je sais qu'en termes de volume course à pied, je suis encore un peu fragile, et puis avec toute la dose de boulot à côté, c'est assez compliqué de se projeter là-dessus. Donc j'ai encore envie de prendre de l'expérience sur Alpha Ironman, et puis je pense d'ici 2 ans, j'essaierai de franchir le pas et puis aller sur un petit peu plus long. Mais bon, déjà l'année prochaine je vais refaire le Alpha Ironman je vais faire l'Alpha Ironman de Nice, je vais faire la longue distance de l'Alpe d'Huez, je vais refaire Vichy. Donc voilà, il y aura déjà un petit peu de dénivelé. Les grands classiques français avec un peu de dénivelé, quoi. Ouais, exactement. Et puis bon, après voilà, t'es jeune, t'as encore le temps avant de te mettre sur du long, donc profite exactement. de ton explosivité pour l'instant. Alors peut-être juste avant de te laisser partir, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on veut échanger avec toi, Instagram, Facebook, et puis le site internet de RCS? Ouais, alors on a tout ce qui est Instagram, Facebook, Strava pour les curieux, et puis après tous les réseaux, les sites internet du Refo Cycling System, et puis voilà, on a un peu tout ce qu'il faut normalement.
Ok, de toute façon, on remettra tout dans les notes de l'épisode. Comme ça, nos auditrices et nos auditeurs qui sont intéressés pourront cliquer et venir vous retrouver. Pierre, merci beaucoup pour ce moment passé avec toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. On te laisse faire la bise à Valentin pour nous. Et puis nous, Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Yes. Merci Pierre. Salut Armano. Merci à tous les deux. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.